Bonjour à toutes et à tous, bonjour à Daniel Tartakovsky, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Vous venez de publier avec Joël Cornette, Emmanuel Furex, Claude Govard et Catherine Saliou cette Histoire de la rue aux éditions Talandier, et c'est ce qui va nous retenir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci de cette invitation. Alors peut-être d'abord une question simple, c'est que le sous-titre, donc le titre c'est Histoire de la rue, mais le sous-titre c'est de l'Antiquité à nos jours, donc un projet, ma foi, bien ambitieux. Et peut-être la première question un peu simple que je voulais vous poser, c'était, quand on dit Histoire de la rue, il y a une impression, si je puis dire, d'éternité, d'invariance, si je puis dire, et en même temps de l'autre, vous proposez, vous, une chronologie. Donc c'était un petit peu sur ces deux aspects, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'il y a une invariance et dans quelle mesure il y a une chronologie, et quelle serait cette chronologie ? Alors, l'ouvrage n'est pas chronologique stricto sensu, mais on va y revenir. Nous sommes effectivement intéressés, non pas à des invariants, mais à des structures profondes qui continuent, peu ou prou, à expliquer certains traits des rues, de la rue d'aujourd'hui. D'où, c'est un livre qui porte principalement, je n'ose pas dire sur la France, parce que c'est une France évidemment dont la géographie s'est profondément modifiée, avec une attention importante au glissement, au transfert, aux frontières, qui sont des frontières mouvantes sur cette longue durée. Mais il nous est apparu qu'il fallait remonter en amont, ce qui serait une histoire du territoire national dans sa complexité, et que nous avions à réinterroger l'Antiquité, et en tout cas l'Antiquité dans le monde romain, pour voir ce que nous devons, ce que nos rues doivent encore à cette histoire profonde. D'où une première partie qui est indéniablement chronologique et dans une géographie qui lui est spécifique et qui, je dois dire à notre grande surprise à tous, sinon la première concernée, Catherine Saliou, a mis en évidence un certain nombre effectivement de structures profondes. Alors, structure profonde dans la mesure où le tracé de nombre de nos villes et donc de nombre de nos réseaux, puisqu'il ne s'agit pas d'une histoire, enfin il s'agit d'une histoire de la ville au prisme des rues, mais que nombre de nos réseaux sont encore à ce jour héritiers de ces constructions de l'époque romaine, dans la mesure où, à notre grande surprise, nous avons vu apparaître très précocement les trottoirs qui vont disparaître des rues jusqu'au XVIIIe siècle, et il faut les fouilles opérées au début du XIXe siècle, fin du XVIIIe, début du XIXe, à Pompéi, qui constitue évidemment un observatoire et un conservatoire formidable pour les archéologues et pour les historiens, pour que les trottoirs, l'attention pour les trottoirs et la construction de trottoirs réapparaissent. Et par ailleurs, un certain nombre la multiplicité des fonctions de la rue dont, en termes d'histoire sociale, en termes d'histoire politique, était déjà présente. Donc, un vaste panorama non pas de ce que nous devons à l'Antiquité, mais de la manière dont l'Antiquité pèse encore dans cette histoire. Ensuite, effectivement, nous sommes 5 historiens, chacun spécialiste d'une période, et nous avions les uns et les autres évidemment travaillé sous un certain aspect sur la rue, donc nous nous sommes réunis avec la volonté de faire un ouvrage qui n'était pas l'addition de ce que chacun d'entre nous avait pu écrire sur la rue, mais de voir comment chacun de nos écrits nous mettait en présence de toute une série d'indicateurs dont il n'était pas question de les abandonner à quelque période que ce soit. Alors, le plan est chronologique sans être chronologique,
puisque, après avoir décidé de ne pas faire un plan qui serait grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5, en suivant la chronologie, Claude Gauvard, médiéviste, nous a proposé un second chapitre qui s'intitulerait Le long Moyen-Âge de la rue, en empruntant évidemment la formule bien connue. Et ce long Moyen-Âge de la rue, bon, bien évidemment, il englobe la période médiévale des rues renaissantes après le Xe siècle, puisque la question s'efface dans la crise urbaine qui va de la chute de l'Empire romain au Xe siècle. Il englobe bien évidemment la période moderne, traitée par Joël Cornette. À plusieurs mesures, il vaut toujours pour le XIXe siècle, pour certains aspects du XIXe siècle, traités par Emmanuel Furex, qui notamment met l'accent sur la place des chiffonniers. Donc qu'est-ce que c'est ce long Moyen-Âge de la rue? Ben, c'est une rue, lieu de désordre, lieu malsain en termes hygiéniques, lieu de la confusion. Qu'il s'agit, et de la confusion à tous égards, en absence de ce que nous appelons aujourd'hui l'urbanisme. Et j'ajoute que j'y aurais volontiers mis un petit peu la patte, dans la mesure où, lorsque Annie Fourcault traite des lotissements des années 20, les descriptions qu'elle en fait sont à bien des égards semblables à ce que nous dit Claude Gauvard. Claude Gauvard ajoutait d'ailleurs dans un débat récemment que, selon Moyen-Âge de la rue, il vaut totalement, pour certaines rues aujourd'hui de certaines villes, y compris, disait-elle, dans le sud de Manhattan, pour ne pas prendre des pays d'autres continents. Donc, des caractères longs, de longue durée, qui, peu ou prou, sont susceptibles de peser encore, et que nous avons quand même principalement abordé au prisme du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Mais, évidemment, ce long Moyen-Âge de la rue ne signifie pas l'immobilisme. Et nous avons donc, dans un troisième temps, essayé de voir comment, d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue politique, d'un point de vue sociologique, toute une série de mutations successives venaient affecter, modifier ce paysage global de manière pour répondre à un objectif permanent de la part des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, de faire de la rue d'un espace lisse et ordonné, pour reprendre une des formules de l'ouvrage utilisé par Emmanuel Furex. Donc ce troisième chapitre aborde les questions de police urbaine au sens de rue policée, hein, et éventuellement de présence de la police également, aborde les problèmes d'aménagements urbains. Joël Cornette traite longuement des places royales, qui constituent un premier aménagement au sein de la ville du Moyen-Âge, avec une intrication de ces aspects. C'est pas ou bien, enfin on n'est jamais très loin de ce long Moyen-Âge. Et puis ce qui nous est évidemment apparu, et ça nous amène à des problèmes peu ou prou contemporains, c'est que dans un pays comme la France, ce qu'on appelle aujourd'hui la rue, on pourra y revenir, a joué en longue durée un rôle politique. Alors un rôle politique qui a pu s'exercer à l'échelle locale, si on pense aux mouvements communaux du XIIe siècle pour l'obtention des libertés communales, mais également un rôle politique plus central et parfois on entendait parisien dans la France de longue durée, la Fronde, les guerres de religion, et bien sûr le XVIIIe siècle, les révolutions traitées longuement par Emmanuel Furex dans l'ouvrage, sans parler bien évidemment du contemporain sur lequel nous reviendrons sans doute ultérieurement. D'où un quatrième chapitre qui est plus thématique et qui aurait pu s'appeler D'une barricade à l'autre, à part qu'il déborde et en amont et en aval le temps des barricades, avec une réflexion sur le pourquoi, le comment de cet usage de la rue. Je tiens à faire remarquer que ce retour en force du terme la rue a des choses à nous dire, parce qu'on a longtemps parlé dans notre période contemporaine de manifestation et non pas de rue, mais nous pourrons y revenir tout à l'heure. Et enfin,
dans un dernier chapitre que j'ai assuré, la rue d'aujourd'hui. Alors évidemment, quand on dit la rue d'aujourd'hui, ça commence quand aujourd'hui? C'est une question que les historiens se posent souvent. Dans un premier temps, j'avais proposé que l'automobile, en tout cas l'invention et la mise en les premiers pas, si j'ose dire, de l'automobile, les premières roues de l'automobile, soient intégrées dans le troisième chapitre, c'est-à-dire les mutations successives, puisqu'on avait là la dernière grande mutation répondant de l'état et des questions posées par nos rues contemporaines. Ça aboutissait à traiter l'automobile et puis à revenir ensuite sur la Fronde, ce qui était un peu agité pour un lecteur même attentif. Et donc, la dernière partie commence, aujourd'hui, commence avec l'éruption de l'automobile, n'était, et c'est pourquoi j'avais hésité quant à la place à donner à cette éruption, qu'il faut un demi-siècle pour que l'existence des automobiles n'acquiert un poids, une force telle que ça modifie en profondeur l'état de nos rues et nos usages des rues, d'où cette dernière partie qui aborde la rue est à tous, mais quand on a dit ça, comment tous sont-ils susceptibles de cohabiter dans la rue? Merci pour cette présentation qui donne un petit peu l'esprit et le développement du livre. Peut-être qu'on peut s'arrêter un peu davantage sur la dernière partie, dans la mesure où ce qu'il faut comprendre quand on a cet ouvrage, c'est que peut-être quand on lit le titre Histoire de la rue, chacun y projette une dimension de ce qu'est la rue. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il essaie de l'embrasser dans une pluralité de regards. En fait, quand on lit ce livre, il va être question d'urbanisme, il va être question d'histoire culturelle, il va être question d'histoire sociale, il va être question d'histoire politique. Et ce qu'il faut peut-être préciser tout de suite, c'est que ça ressemble, la couverture, à un ouvrage collectif universitaire traditionnel dans lequel vous avez l'introduction par le directeur et puis des chapitres distincts qui couvrent partiellement la totalité du champ. Là, on est vraiment face à un ouvrage qui est pensé globalement, si je puis dire. Et donc, on n'est pas sur une succession de communications comme dans un colloque, si je puis dire. Ceci étant précisé, je voulais vous lire un petit extrait de ce recueil d'Aragon qui vient d'être republié, qui s'appelle « Les adieux et autres poèmes ». Et vous lire un de ces poèmes pour plusieurs raisons, non seulement parce qu'il a un rapport, je crois, avec le sujet, et puis d'autre part parce que Marcel Amont est décédé récemment et qu'il l'a mise en chanson, ce que vous ne savez peut-être pas. Non pas vous qui le savez peut-être, mais en tout cas vous qui nous regardez. Je vous le lis. Elles dorment n'importe où, les voitures, elles dorment bout à bout, les yeux en face des trous, quelque part dans la nature. Comme nous infortunés, les voitures, des nuits, des mois, des années, comme nous abandonnés dans la rue à l'aventure. Toute la ville est leur camp, les voitures, etc., etc. Mais ça me paraissait intéressant. Toute la ville est leur camp, les voitures, et c'est vraiment ce qu'on entend et ce qu'on lit en tout cas quand vous définissez, comme vous venez de le dire, la rue d'aujourd'hui. Et là, vous avez de longs développements sur des choses qui vous paraissent peut-être évidentes, les feux tricolores, les dates, comment est-ce que la rue se réorganise. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez peut-être développer ce point, dire comment est-ce que la rue est vraiment reconfigurée par l'arrivée de la voiture, avec une place de la France, d'ailleurs pionnière, vous le rappelez un peu dans cet ouvrage. Bon, alors la possession d'une automobile est d'abord un fait, quand je dis d'abord, je veux dire dans les quelques décennies qui suivent l'invention de l'automobile, un fait très limité qui concerne certaines élites. Et ces élites, elles habitent plutôt, je n'allais pas dire dans les périphéries, parce que le terme a pris une autre connotation, mais hors des centres-villes. Enfin, en tout cas, elles les utilisent pour des promenades au bord de la mer ou autre. Donc, ça n'affecte pas principalement la ville. Et dans la photo que nous avons mis en couverture, qui est une photo du tournant du siècle à Paris, dans le 9e arrondissement, il y a des automobiles, mais enfin, on voit qu'elles ont quelques peines à se frayer un chemin au milieu de ceux qui se considèrent comme les détenteurs historiques et de longue durée de la rue, marchands de 4 saisons, chevaux, piétons. Donc les automobiles doivent d'abord frayer leur place. Avec, dans certaines villes, des phénomènes qu'on a pu qualifier d'autophobie, obligeant les automobiles à être précédés d'un fanion rouge, d'un porteur de fanion rouge qui marche devant l'automobile pour éviter
tout souci. Bon, et puis progressivement, évidemment, l'automobile gagne en puissance, même si ce n'est qu'avec les années 50 que le phénomène est tel qu'il faut commencer à réaménager les villes, les rues en fonction. D'où la prise en compte par les pouvoirs publics d'un nécessaire aménagement de l'espace. Alors un aménagement qui, dans un premier temps, a pour objectif de protéger les piétons, de rationaliser les usages. On a ces photos de la place de l'Étoile, où on aura pour la première fois la mise en place d'un rond-point circulaire, et on voit qu'avant la mise au point de ces ronds-points, évidemment, c'est un peu la lutte pour l'espace dans lequel les piétons sont susceptibles de se frayer un chemin. Un auteur a fait remarquer qu'à partir du moment où on crée un souterrain place de l'Étoile pour rejoindre l'Arc de Triomphe, c'est le triomphe de la voiture. Certes, on protège le piéton, mais le piéton n'a plus droit à la rue. Donc, des aménagements successifs qui, pour certains, étaient antérieurs à la voiture, sont mis en place. Dans la troisième partie de l'ouvrage, on traite de l'éclairage urbain et après, ensuite de ces aménagements, les trottoirs que j'ai évoqués, les ronds-points, les édifices au milieu des larges avenues permettant aux piétons de marquer le pas en attendant que le feu ne passe de nouveau au rouge. Et au fur et à mesure que le temps passe, effectivement, ces aménagements qui sont d'abord destinés à un partage bien compris de l'espace aboutissent effectivement à reléguer de plus en plus les piétons en dehors de l'espace urbain. Et puis, quelquefois, sur les trottoirs, certes, mais des trottoirs eux-mêmes encombrés, donc une difficulté à aménager. Je voudrais dire une chose, c'est que Haussmann, les travaux d'Haussmann datent des années 1860, c'est-à-dire qu'on est 40 ans avant l'invention de l'automobile, et qui a quand même eu une dimension visionnaire d'Haussmann et des ingénieurs qui ont travaillé avec et pour Haussmann, en fait, de ces travaux haussmanniens, on va dire, dans la mesure où, globalement, les infrastructures qui ont été mises en place à Paris et dans toutes les autres villes de France, et ensuite avec un modèle qui essaime à l'étranger, ont finalement répondu à ce phénomène nouveau qui fait irruption 40 ans plus tard, jusqu'aux années Pompidou, pour aller vite, où là, il faut vraiment changer de cap. Alors, évidemment, ça pose très vite des questions, et qui sont des questions pratiques, mais qui sont également des questions théoriques. Des questions théoriques que certains architectes, je pense évidemment d'abord et avant tout à Le Corbusier. Alors, je vous coupe peut-être là-dessus parce qu'il y a une citation que vous prenez, parce que qui est assez forte, qui est page 395, que j'avais relevée et que je vais reprendre. Qui dit bien... oui, j'allais la reprendre de mémoire, donc il vaut mieux donner la parole à Le Corbusier. Il est temps de répudier le tracé actuel de nos villes par lequel s'accumulent les immeubles tassés, s'enlacent les rues étroites, pleines de bruit, de puanteurs, de benzine et de poussière, et où les étages ouvrent à plein poumon leurs fenêtres sur ces saletés. Le nombre des rues actuelles doit être diminué des 2/3, le croisement de rues est l'ennemi de la circulation. Il faut avoir le courage de regarder avec admiration les villes rectilignes de l'Amérique. La rue courbe est le chemin des ânes, la rue droite le chemin des hommes. La rue corridor à 2 trottoirs, étouffée entre de hautes maisons, doit disparaître pour devenir une machine à circuler. Donc là, on a clairement l'apparition, et ça a un lien aussi avec la voiture, mais ce n'est pas seulement ça, d'une hostilité frontale à la rue. Alors, c'est intéressant parce que dans un film qui est réalisé par la Fédération du bâtiment en 1937, donc en plein Front populaire, Fédération du bâtiment CGT, les réalisateurs, autrement dit la Fédération du bâtiment, donnent longuement la parole à Auguste Perret d'une part et à Le Corbusier d'autre part, qui développent de façon autre ces questions, mais au cœur du film,
Et pendant durablement au cœur des préoccupations du mouvement ouvrier, la question de l'hygiénisme qui est posée. La rue, la ville, mais la rue et ces maisons qui se font face sans que la lumière pénètre, apparaissant avec quelques éléments de véracité, comme un facteur de morbidité, et donc un facteur de mortalité par là même, qu'il s'agit de combattre. Alors là, évidemment, Le Corbusier radicalise le propos et ça va déboucher sur ses propres projets de construction d'immeubles et de réaménagement urbain. Il y a un plan qui est élaboré au sortir de la guerre qui vise à raser le centre de Paris, mis à part Notre-Dame et je crois les archives, pour mettre en place cette ville qu'il appelle de ses voeux. La mort de la rue. Alors, la mort de la rue, ça veut dire quoi chez Le Corbusier? C'est un terme que va reprendre l'urbaniste et architecte Colas dans des écrits très très récents où il parle de deuxième mort de la rue en reprenant sous des formes différentes des propos de même nature, enfin qui devraient aboutir à des phénomènes de même nature. Ça veut dire une segmentation des fonctions. Et une segmentation des fonctions qui doit s'opérer de manière verticale. Donc oui, des espaces de jeu, des espaces de rencontre, mais au sommet des immeubles ou dans donc, quand on dit la rue, c'est la densité et le mélange. Quand on dit mort de la rue, chez Le Corbusier, c'est à chacun son espace. C'est-à-dire qu'il ne remet en cause aucune des fonctions de la rue, mais il les sépare. Alors la question, c'est est-ce qu'une fois qu'on a séparé tous les usages, la rue est encore la rue? Dans un débat, un collègue sur l'ouvrage, un collègue nous avait dit bon, mais vous avez fini le livre pendant le Covid, alors comment, etc. Et je lui ai dit, mais je n'y avais pas pensé, mais finalement, quand il y a eu le Covid, on était tous derrière, enfin, période dure, hein, on était tous derrière nos fenêtres, qu'on ouvrait ou qu'on n'ouvrait pas, mais qu'il valait mieux les ouvrir. Et on regardait la rue, il n'y avait plus de boutiques, il n'y avait plus de terrasses, il n'y avait plus de passants, il n'y avait plus de voitures. Les réseaux étaient toujours là. Est-ce que c'était encore la rue? Alors, Le Corbusier nous aurait dit oui. Il nous aurait dit oui, à condition de rajouter les voitures. Il est clair que ce qui nous a intéressés dans le livre et ce qui explique les caractères que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que précisément, la rue a toujours été en longue durée, et ça, Catherine Saliou le montre dès la période de l'Antiquité, le lieu d'une pluralité d'usages qui se combinent et qui, pour certains, n'existent que dans cette combinaison. Alors peut-être de ce point de vue, il faut rappeler, je ne l'ai pas dit, mais qu'on sent quand même quand on vous lit deux de vos casquettes. Il y a quand même la casquette du comité d'histoire de la ville de Paris, parce que Paris est quand même très présent dans l'ouvrage, mais vous êtes aussi présidente du conseil scientifique du campus Condorcet, puis vous aviez été présidente de l'université Paris Vincennes-Saint-Denis. Donc il y a une place pour la banlieue qui est présente quand même dans l'ouvrage, et donc là pour le coup on peut y aller. Il y a donc la question des dalles, et dans la suite de cette question de la remise en cause de la rue, et la mise en place d'une architecture de dalles, qui n'est d'ailleurs pas qu'en banlieue, qui est aussi à Paris. Mais... Alors, l'ouvrage n'est pas une histoire de Paris, n'est pas une histoire des rues parisiennes. Alors, pour des raisons qui tiennent à la France et à son histoire et à la centralité urbaine, Paris a presque toujours été le lieu des prototypes. A presque toujours été le lieu où on a initié toute une série de mutations, qu'elles soient urbanistiques, qu'elles soient en termes que ce soit les ingénieurs, en termes d'hygiène, en termes politiques, j'évoquais les révolutions. Donc, bien évidemment, Paris a forcément une place spécifique, mais je crois qu'il faut toujours être attentif, d'ailleurs, quel que soit le sujet quand on traite de la France, Paris n'est jamais un exemple, Paris est une exception. Et la question, c'est comment est-ce que s'articule ce qui se passe à Paris et ce qui se passe ailleurs. Ce qui est vrai, c'est qu'on a évité d'avoir une histoire qui soit une histoire uniquement des centres-villes avec leur place royale ou leur marquage républicain, même si évidemment nous accordons une place à ces marqueurs politiques de longue durée, qui valent également d'ailleurs pour l'Antiquité. Ce qui nous a intéressés en longue durée, et de ce point de vue-là c'était intéressant de partir de l'Antiquité, c'est de voir comment en longue durée
la ville est à la fois la rue. C'est de voir comment, en longue durée, la rue est à la fois un espace de mise en scène des pouvoirs, de leur grandeur, des valeurs qu'ils entendent porter par des formes monumentales, par des formes processionnelles. Mais pour ce faire, et peut-être parce que ce faire, c'est le lieu d'exclusion permanente. C'est le lieu d'exclusion permanente qui pose à chaque fois le problème des marges. Le problème des marges, ça veut dire d'abord quand est-ce que la rue devient la route et que faire aujourd'hui de ces périphéries urbaines traversées par ce qui quelquefois prend le nom de rue alors qu'il s'agit déjà de routes ou de routes qui deviennent des rues avec tous les problèmes que cela suppose et de dégradation de conditions de vie. Et puis comment au sein des villes il y a ceux qu'on souhaite ne pas voir. Alors ceux qu'on ne souhaite ne pas voir et qu'on repousse aux marges, les marges étant variables selon les périodes, ben, ce sont les femmes des rues, les filles publiques, et c'est intéressant de voir comment là c'est vraiment un phénomène que nous avons. On a un chapitre de la barricade à la barricade, mais on pourrait avoir des filles des rues à la prostitution contemporaine, qui est je dirais presque un fil rouge de l'ouvrage. Les gamins avec la peur que ces gamins, quel que soit leur nom, font ressurgir. Aujourd'hui, dans la dernière partie, j'ai quelques pages que j'ai intitulées « Cacher cet islam que je ne saurais voir ». J'ai évidemment fait de la place aux morts de la rue et également aux réalisations architecturales auxquelles la Fondation Abbé Pierre décerne chaque année des pics d'honneur qui sont destinés à empêcher qui que ce soit, c'est-à-dire les SDF en premier lieu, de s'asseoir ou de se coucher. Donc, et comment tout cela sont repoussés au risque de péril pour ceux-là même, et par ailleurs pour d'autres, du fait des phénomènes de ségrégation, aux marges de zones qui ne sont plus tout à fait la rue, mais qui ne sont pas encore la route. Non, mais j'entends. D'accord, peut-être une dernière chose à vous poser comme question, une dernière question à vous poser sur cet aspect. Il y a une période sur laquelle vous insistez un peu, notamment avec les travaux de Mathieu Flonneau, pour la nuancer tout en disant l'importance, c'est la période Pompidou et le changement ensuite avec d'une part Giscard, président de la République, et d'autre part bientôt Chirac, maire de Paris. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez revenir sur ce moment de bascule par rapport à la question de la rue? Oui, il y a évidemment deux temps. Il y a ce temps où la croissance exponentielle des automobiles à Paris et ailleurs, et alors dans cette dernière partie, évidemment, j'ai fait une place assez importante aux États-Unis parce que là, il y a un modèle américain qui tient la France a été à l'avant-garde en termes d'invention, mais en termes de mutation urbaine, les États-Unis ont joué là un rôle pilote et un rôle pionnier, donc il y a une place importante qui leur est faite, alors que c'était plutôt la place de Londres pour la période antérieure, où place telle que Georges Pompidou dit qu'il faut adapter la ville à l'automobile. C'est donc l'automobile qui devient le sujet de l'histoire en tant que tel, avec la voie sur berge, aujourd'hui revenue à d'autres usages, mais avec des projets pompidoliens qui visent à faire passer une autoroute enjambant d'une certaine manière le centre de Paris, qui vise à faire une voie sur berge de l'autre côté de la Seine. Ces projets soulevant des mobilisations, c'est aussi le moment, alors ça ne tient pas uniquement à l'histoire de la rue, ça tient aussi à des dimensions économiques, au prix du mètre carré, à des évolutions urbaines, mais c'est le moment où on voit apparaître des mouvements urbains de toute nature, dont certains se mobilisent sur ces aspects patrimoniaux, indépendamment des aspects menacés par l'automobile. La mort de Georges Pompidou va mettre un coup d'arrêt à ces projets qui étaient des projets combattus, le massacre de Paris, Louis Chevalier, mais déjà bien avancé. Et on entre dans un second temps qui va jusqu'à aujourd'hui, et je m'en étais pas, je veux dire, c'est en construisant l'ouvrage que ça m'est apparu avec autant de force, la notion de retour de la rue
va apparaître, il va apparaître dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine urbanistique, dans le domaine artistique, dans le domaine politique, bien sûr, avec le terme de rue il faudrait qu'on cherche dans les index et dans Retro News, mais comme on a le nom de rue, ça ne nous donnerait rien, c'est dommage. Mais il y a indéniablement un retour de la rue, les différents acteurs qui ne se coordonnent pas nécessairement entre eux, disant quelque chose, ne disant pas toujours les mêmes choses quand ils parlent de retour de la rue, mais en tout cas mettant tous en avant, sous des formes qui diffèrent, la nécessité de restaurer à la rue sa fonction, creuset est un mot passe-partout, mais sa fonction de pluriusage qui permet des rencontres et qui doit participer de mutations politique parce qu'urbanistique, je dirais, artistique parce qu'urbanistique et politique. Enfin, il y a des liens qui s'opèrent entre toutes ces fonctions, que de nouveaux usages de la rue, mettant en cause l'hégémonie de l'automobile, se multiplient. Alors évidemment, entre la théorie et la pratique, il y a toujours de grands espaces. Et ce que j'essaye de montrer à la fin du livre, c'est comment aujourd'hui il y a une multiplicité, j'ose pas dire de modèles, mais de pratiques à l'œuvre, et comment on a tout à la fois le développement des villes millionnaires avec tout ce que ça comporte en termes de retour, peut-être à ce long Moyen-Âge de la rue, que j'évoquais tout à l'heure, par certains aspects, surtout quand ça s'accompagne d'une misère sociale qui peuple les banlieues, qui peuple également certains quartiers de ces villes millionnaires. Comment finalement dans la ville globale, pour reprendre ce que dit Saskia Sasken, on a à la fois, les rues de la ville globale sont à la fois des rues qui ressortissent de chacun des aspects que nous avons mis en œuvre, et comment passant d'une rue à l'autre, on passe d'un monde à l'autre et d'un temps à l'autre, et en même temps des volontés affirmées et des pratiques redéfinies qui témoignent de phénomènes multiples de réappropriation des rues, de la rue. C'est difficile, étant donné l'ensemble de vos travaux, étant donné le livre et étant donné la période, le moment où on se parle, puisqu'on est à ce moment précis, au milieu, ou à la fin, au début, je ne sais pas, en tout cas d'une séquence marquée par une forte mobilisation qui prend le chemin de la rue avec les manifestations contre la réforme des retraites. Évidemment, cette question de rue et pouvoir, qui est une thématique que vous aviez déjà abordée, elle est évidemment très présente dans l'ouvrage. Et ce matin, un éditorialiste disait à la radio, oui, il y a une spécificité française en la matière qui est difficile à faire comprendre à l'étranger parce que chez nous, la rue, parce qu'il l'appelait comme ça, effectivement, il y a l'expression la rue qui revient beaucoup en ce moment, a une place particulière et une certaine légitimité, etc., etc. Donc voilà, je voulais vous amener sur ce terrain-là. Est-ce qu'il y a un pouvoir de la rue qu'on peut retrouver dans l'histoire de notre pays? C'est une question un peu... Bon, indéniablement, je dis souvent qu'un professeur du secondaire faisant un cours et en ayant très peu de temps pour faire son cours sur l'histoire des 18e, 19e et 20e siècles français, mais j'aurais pu ajouter ne peut pas faire l'économie de deux manifestations ou de deux séquences manifestantes, 1964 et 68. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le même professeur du secondaire dans des pays voisins. Donc la rue, dans notre histoire longue, et ça déborde le XVIIIe siècle, je l'évoquais tout à l'heure, la rue a exercé... Enfin, est-ce que je continue à dire la rue ? Ce qui se passe dans la rue, les mobilisations dans l'espace public, les mobilisations collectives dans l'espace public ont été des facteurs puissants de redéfinition politique, pouvant aller jusqu'à des révolutions. La France est un pays où, en longue durée, des régimes sont tombés et se sont construits par et dans la rue, ce qui n'est pas totalement unique, mais qui est quand même une spécificité forte et de longue durée. Alors pourquoi est-ce que j'ai basculé en disant est-ce que je dis la rue ou est-ce que je préfère la notion de mobilisation collective dans l'espace public? Parce qu'il faut être attentif à l'usage du terme. Il est sûr que compte tenu de cette place politique centrale
des mobilisations collectives dans l'espace public, la rue, que j'écrirai alors volontiers avec une majuscule, est dotée en France d'une certaine aura, et enfin, elle véhicule des fantasmes, et des fantasmes qui peuvent être à la fois des fantasmes positifs ou des fantasmes négatifs. La rue, c'est la rue de la Grande Révolution. C'est la rue qui a été magnifiée par Victor Hugo et par Delacroix. Et c'est quand même très intéressant de voir à quel point le tableau de Delacroix circule constamment dans tous les pays du monde, dès lors que des mobilisations visant à exiger des libertés de la démocratie, on l'a retrouvé pendant les Gilets jaunes, mais on l'a retrouvé chez les Palestiniens. Enfin, c'est planétaire, c'est planétaire, ça dit quelque chose. Et en même temps, la rue, R minuscule ou R majuscule, c'est le bon, c'est Tarbes, c'est un équivalent de la foule irrationnelle, foule dangereuse, classe laborieuse, classe dangereuse, mais justement, ces classes dangereuses et ces barbares qui campent au bord de nos villes, il ne faut pas camper, l'idée de la ceinture, ils vont marcher sur le cœur de la ville. Donc, cette notion de rue doit à notre histoire de véhiculer, je ne veux pas dire à droite et à gauche, mais de part et d'autre, des images fortes. Image de la menace ou au contraire image de l'émancipation. Dans notre long XXe siècle, cette notion de rue a laissé la place à d'autres mots. On parlait de grève générale, on parlait de manifestation, pour désigner des phénomènes qui étaient pour une part de même nature, mais qui renvoyaient à une structuration du répertoire d'action collective, pour prendre les termes de Charles Tilly. Et donc ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce retour de la rue dans le vocabulaire politique. 2003, Jean-Pierre Raffarin, ce n'est pas la rue qui gouverne. Je me suis toujours demandé s'il mettait une majuscule ou pas, mais comme il parlait à la radio ou à la télévision, je ne sais pas, sans doute les deux, nous ne le saurons jamais. C'est clair que quand Jean-Pierre Raffarin dit « ce n'est pas la rue qui gouverne », il dit « ce n'est pas la foule irrationnelle de Le Pont et de Tarbes qui gouverne ». Et quand une multiplicité de présidents et de ministres réutilisent le terme de rue, c'est quand même à cette dimension-là qu'il nous renvoie, c'est-à-dire à des formes d'expression qui ne seraient pas conformes au cadre institutionnel. Et c'est évidemment le débat qu'on a vu massivement ces quelques derniers jours. Mais dans le même temps, les acteurs de la mobilisation collective se sont réapproprié ce terme, comme il arrive toujours. Hein, le drapeau rouge est là pour faire peur, et puis on le brandit comme un symbole, et la rue est à nous. La rue est à nous. Donc l'usage du terme de rue est redevenu, je dirais presque un enjeu de vocabulaire. Ça renvoie également à un certain nombre de mutations dans le champ politique, mais ce serait un peu long, enfin, ce serait un autre sujet que d'en parler. Mais le terme de rue est aujourd'hui assumé par tous, et sa définition et sa fonction, je crois, est un enjeu et un combat. De ce point de vue, c'est peut-être un peu moins présent cette fois-ci, mais on peut déborder un petit peu. Évidemment, quand on pense à rue, on pense d'abord à ces mobilisations du mouvement ouvrier ou qui le dépassent. Cependant, sur la question des acteurs, c'est vrai que d'ailleurs vous le rappelez aussi dans le livre, même si la droite souvent utilise le terme de rue et l'utilise plutôt pour une manière de considérer que c'est quelque chose de négatif et illégitime et de dangereux, il y a aussi une présence manifestante et une présence dans les rues de protestation des formations conservatrices, si je peux dire, ça existe aussi. Ah mais la rue est à tous. La rue est à tous, et si l'on remonte aux guerres de religion, pour revenir sur la longue durée de l'ouvrage, il est bien évident que les forces en présence, à savoir la Ligue et les protestants, sont pareillement dans la rue. Et bien, quand on est dans la rue, ceux qui ont des armes ont toujours quelques avantages, si j'ose dire, sur les autres. Et si on se déplace vers une histoire plus contemporaine, c'est-à-dire cette histoire où émerge la manifestation de type moderne,
Bon, d'abord, la matrice de la manifestation de type moderne, c'est à la fois la procession religieuse ou la procession des métiers, mais qui ont une dimension religieuse, et les défilés militaires, qui constituent deux matrices initiales pour construire le cortège ordonné. Et les forces qui, une fois la République installée, donc après les années, enfin au début des années 80, les forces qui sont dans la rue, qu'il s'agisse de la crise boulangiste ou qu'il s'agisse de l'affaire Dreyfus, sont des forces qui remettent en cause soit le régime, soit les modalités du régime et la Constitution. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que pendant l'affaire Dreyfus, les premiers à descendre dans l'espace public, c'est pas forcément la rue, mais enfin dans l'espace public, sont les anti-Dreyfusards. Et les Dreyfusards, dans un premier temps, regardent cette forme d'action avec suspicion et préfèrent la forme pétition, parce que dans la pétition, on dit son nom. Ce sont des individus qui, un par un, disent qui ils sont. Et donc, on est précisément dans une approche rationnelle et individuelle de la politique qu'on oppose à ce qui relèverait effectivement de la foule anti-Dreyfusarde. Puis assez rapidement, ils s'aperçoivent assez rapidement, ils utilisent également l'espace public, mais en préférant plutôt des stades ou des hippodromes que la rue. Donc, les droites, parce que ce sont toujours des... Il n'y a pas de continuité de l'histoire des droites dans la rue, alors qu'il y a une continuité du mouvement ouvrier dans la rue, et il peut être porteur d'une histoire qui le retranscrit. Mais les droites descendent moins souvent dans les rues que ne le font les organisations ouvrières au sens extrêmement large. Quand elles le font, c'est avec en général beaucoup de force et une certaine efficacité. Alors justement, c'était la dernière question que j'avais à vous poser sur cet aspect. C'est que dans cet ouvrage, vous soulignez sur la dernière période comme une forme d'efficacité qui semble se déliter un petit peu de la manifestation, puisque vous dites, depuis le début du XXIe siècle, il semble que le pouvoir de défaire les lois qu'on avait reconnues à la manifestation soit en train, que 2003 soit une sorte de coup d'arrêt. Alors est-ce qu'on peut peut-être revenir sur un petit peu l'amont et un peu l'aval? Alors un petit peu l'amont qu'on avait reconnu de fait. je constatais qu'entre 1984 et 2002, on avait toute une série de mobilisations qui émanaient d'une multiplicité d'acteurs, puisque les premiers sont les catholiques mobilisés sur les questions du financement de l'école privée, qui sont la communauté éducative dans tous ses aspects, comme on l'appelle souvent, avec les étudiants loi de Vaquet 86, qui sont les syndicats 1995, qui sont les cinéastes qui appellent à se mobiliser contre les lois de Bray, qui criminalisaient le fait d'accueillir chez soi des immigrés sans papier. On a eu plus d'une dizaine de mobilisations qui ont débouché sur le retrait d'un projet de loi, le retrait d'une loi en 84, et en général la chute des ministres qui allaient avec, voire en 84 qui ont contribué à la chute du gouvernement Mauroy. Ce qui fait effectivement que, je disais que la rue s'était progressivement imposée pendant une vingtaine d'années comme un référendum d'initiative populaire de son plein droit, comme dirait Hobsbawm, que nul n'avait évidemment édicté. D'où le basculement énoncé, ce n'est pas la rue qui gouverne. Il ne suffit pas de le dire pour le faire. Donc il y a un basculement qui s'opère, puisque après 2003, on a, je ne sais pas comment finira la séquence dans laquelle nous sommes plongés, mais donc jusqu'à ce jour, deux mouvements qui font exception, le CPE en 2006, qui est aujourd'hui beaucoup mobilisé comme exemple d'une issue possible au mouvement dans lequel nous sommes plongés, et sous une autre forme, les Gilets jaunes, qui ne considèrent pas, s'agissant des Gilets jaunes, qu'ils ont gagné, mais qui, pour la première fois depuis des années, ont contraint le gouvernement à des contournements, des reculs. Bon. Alors, et il ne suffit pas de le dire pour le faire, je disais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs choses. Il s'est passé un phénomène
d'affaiblissement que nous connaissons tous des organisations ouvrières et syndicales, mais c'était déjà... Enfin bon, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on est toujours autour de 10% de syndiqués, donc il n'y a pas de seuil qui soit franchi de ce point de vue. Il s'est passé qu'il y a eu la réforme constitutionnelle avec l'inversion du calendrier et le passage au quinquennat, et que dans les séquences précédentes, celles des manifestations qui avaient marqué des points décisifs au regard d'une loi ou d'un projet de loi correspondaient souvent, pour la plupart, à des périodes de cohabitation ou à des périodes de contradiction interne au sein du gouvernement. Je pense à la loi de Vaquet. C'est d'ailleurs une situation qu'on va retrouver en 2006 avec le CPE, où De Villepin et Sarkozy ont dégainé les armes parce que la présidentielle est en vue et que le premier qui tire a gagné. Et que la réforme constitutionnelle, donc ces situations de cohabitation ou de contradiction forte étaient évidemment des facteurs qui permettaient aux forces manifestantes de jouer des contradictions. La réforme constitutionnelle a rendu à ce jour, rien n'est jamais impossible, enfin, à ce jour a rendu impossible l'existence d'une cohabitation. Il peut y avoir toujours des contradictions, on l'a vu avec le CPE, on est en plein dedans aujourd'hui, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Mais indéniablement, il y a une recomposition institutionnelle qui a privé les mobilisations collectives d'un de leurs atouts. Alors l'histoire n'est jamais linéaire et je ne connais pas la suite de l'histoire, mais il y a un infléchissement net qui s'est produit après 2003 qui n'a pas empêché à deux moments de victoire. Enfin, de victoire ou de points marqués. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez aborder que j'aurais... Non. Non, bah écoutez, alors je n'ai plus qu'à vous remercier en rappelant donc cet ouvrage collectif, donc l'histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours aux éditions Talandier, et rappeler également que vous avez participé à cet ouvrage avec Vincent Lemire et Yann Potin, les correspondants de l'humanité, regard photographique aux éditions du Seuil. Je vous remercie.